Mesdames, Messieurs, passionnés et curieux de sciences et de technologie, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle production que vous offre l'émission Web Science High Tech. Par ailleurs, nous vous rappelons que nos vidéos sont publiées sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook Science High Tech. À la suite de nos récentes interviews où nous avons rencontré des chercheurs, physiciens, chimistes, microbiologistes et géologues, aujourd'hui, Science High Tech vous amène à la rencontre d'un chercheur en biologie et physiologie animale, précisément en écologie. Il s'appelle professeur Djeto Lordon Champlain et il est à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1. Découvrons ensemble son profil scientifique. Pourriez-vous nous parler de votre parcours? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de présenter un peu cette science, ce que nous faisons tous les jours. J'ai commencé mon école primaire dans mon village natal. Pour l'école primaire, j'ai fait dans 3 écoles différentes, dans 3 villes différentes. Donc j'étais déjà nomade depuis le primaire. Ensuite, après le CEP, je suis passé au secondaire. J'ai fait 2 établissements secondaires, le CS de Banjoum et le collège Saint-Thomas de Bafoussam, où j'ai eu le bac en 1985. Moi, j'ai fait en 3e, ils m'ont envoyé en seconde C. En seconde, ils m'ont envoyé en première D, donc j'ai un bac D. Et en terminale, on m'a conseillé, pour l'université, de faire donc les sciences naturelles. Puisque quand je suis arrivé à l'université avec un bac D, j'avais 2 options. Soit faire les sciences naturelles, soit faire les sciences économiques. J'obtiens la licence en 88, la maîtrise en 89. J'obtiens un doctorat de 3e cycle en 93 et je suis recruté à l'université en 1994. Pourquoi avez-vous choisi la série scientifique au secondaire? Choix personnel ou familial? Jusqu'au milieu des années 80, au secondaire, les élèves étaient guidés par un service national que l'on appelait le service d'orientation scolaire. Et c'est à partir des tests psychotechniques, des performances des étudiants, qu'ils donnaient des orientations. Ils donnaient des conseils pour les orientations. À l'université, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette filière? Moi, j'ai une passion naturelle pour l'environnement. Ça, je l'ai acquis en ce moment pour l'agriculture, parce que c'est ce que j'ai fait dans mon enfance. Et donc, moi, ça faisait partie de mes choix de base. J'ai eu la chance que le conseiller m'ait encouragé à les faire. Donc, quand j'arrive à l'université, j'avais un penchant soit pour les sciences agricoles, soit pour les sciences médicales. Qu'étudie-t-on dans votre spécialité et quel en est l'objectif? Principalement, je fais de l'écologie. L'écologie, en fait, c'est cette science très vaste qui va étudier les interactions, c'est-à-dire les relations qui existent entre l'organisme vivant et son environnement. L'environnement est dans ses 2 principales composantes, c'est-à-dire le vivant et le non-vivant. Vous savez, tout organisme vivant, que ce soit un être humain, que ce soit une fourmi, vit dans un milieu où il n'est pas isolé. Vous avez autour de vous des éléments non vivants dont vous dépendez et que vous influencez. Vous avez des éléments vivants dont vous dépendez et que vous influencez également. Donc l'écologie, c'est cette science qui étudie l'ensemble de ces interactions. Sur quoi portent vos travaux de recherche? J'avoue que je touche à beaucoup de choses là-dedans. Au début, ma formation de base, quand j'ai fait ma première thèse de doctorat, j'avais fait beaucoup plus de l'écologie du comportement. C'est-à-dire chercher à comprendre comment est-ce que les êtres vivants vont modifier leur comportement pour l'adapter au changement perpétuel de l'environnement. Vous savez, nous vivons dans un monde où tout change tout le temps. Rien n'est constant. D'accord? Que ce soit la température, que ce soit la pluviométrie d'une année à l'autre, d'une journée à l'autre. Donc on doit pouvoir s'adapter à ces changements. Ce n'est pas le monde qui doit s'adapter à nous. C'est nous qui allons nous adapter au monde. Et donc j'ai commencé par là. Après, quand j'ai fait ma 2e thèse, celle que j'ai soutenue à l'université de Toulouse en France,
en 2005, je suis passé de l'écologie du comportement à l'écologie fonctionnelle. C'est-à-dire sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire sur le plan physiologique, sur le plan actif. Comment est-ce que les hommes, les êtres vivants, en fait pas seulement les hommes, les êtres vivants en général, s'adaptent aux modifications de leur environnement dans son intégralité. Quel est l'impact de vos travaux de recherche sur le développement de la science et de la société? Aujourd'hui, je situe mes travaux de recherche dans deux domaines principaux. Il y a ce que j'appellerais de l'écologie fonctionnelle et évolutive, c'est-à-dire un aspect étudier l'ensemble, le fonctionnement des écosystèmes et leur évolution dans le temps avec les changements de l'environnement. Ça, c'est le fonctionnel et évolutif. Ensuite, j'ai un deuxième axe qui porte donc sur la zoologie des agrosystèmes, c'est-à-dire les relations entre les animaux et les cultures dans les agrosystèmes, ce que l'on appelle en français facile dans les champs. Le terme champ, je ne l'utilise pas beaucoup parce que quand on dit champ dans la conception, on a un champ de maïs, on a un champ de patates, on a un champ de macabo, on a un champ de bananes plantains, ou on peut avoir un champ de cacao dans lequel on a quelques plants de fruitiers. Donc on centre sur ce que l'on a cultivé. Et ça entraîne beaucoup d'erreurs dans la gestion de ces systèmes. Il faut plutôt, au lieu de parler de champ, parler d'un écosystème. Là, on le regarde dans sa globalité. Avec ses mauvaises herbes, avec ses insectes, avec ses mammifères, avec toutes ses composantes. Et si on gère dans les composantes et on essaie de garder l'équilibre des composantes, on peut mieux s'en sortir, mieux les gérer. Parce qu'il faut se dire, quand on vient mettre un champ, ce n'est pas dans un milieu vierge. Il y a un ensemble d'organismes, micro-organismes, d'animaux, de plantes qui y vivent en harmonie et dans la paix. Nous, on vient créer un déséquilibre. La paix, l'harmonie, ça tombe. Et après, ça entraîne tous les dégâts. Après, il faut chercher les pesticides pour tuer les ravageurs, il faut faire ça. Alors que si on avait gardé l'équilibre, on aurait pu cultiver sans tout ça. Est-ce réellement possible de cultiver sans perturber cet écosystème? Vous savez, avant le modernisme, dans les villages, les gens avaient toujours cultivé. Ils n'utilisaient pas de pesticides. On n'avait pas d'engrais chimiques. Quand je dis qu'ils n'utilisaient pas de pesticides, je veux dire qu'il n'y avait pas de pesticides de synthèse. Il y avait des produits traditionnels, la cendre, ainsi de suite, pour limiter. Mais on essayait, dans les systèmes polyculturels, de ne pas trop perturber et de garder à peu près une harmonie dans le système. Maintenant, avec l'agriculture moderne, les vastes champs, la monoculture ou une oligoculture, c'est-à-dire une culture avec des espèces très réduites, on augmente la densité de certaines espèces. Conséquence, vous augmentez la nourriture d'un ravageur, il augmente sa population pour la consommer. Et donc, on débouche sur des cas où les nuisibles apparaissent. Donc, si on a un agrosystème, en le contrôlant pour éviter les déséquilibres, lorsqu'il apparaît un nuisible, on utilise des produits qui respectent l'environnement. Parce que le réel problème de l'agriculture moderne, c'est la qualité des produits qu'on utilise pour lutter. On utilise des pesticides de synthèse qui sont des produits extrêmement résistants, qui sont des produits dangereux pour la santé, que ce soit la santé des hommes, la santé de l'environnement, la santé des plantes elles-mêmes. Après, on a mis sur le marché des produits qui ont accumulé ces résidus et ça devient dangereux pour le consommateur. L'agriculture biologique ou écologique aujourd'hui tend à réduire cela. Et il y a de nombreux chercheurs qui travaillent sur les mécanismes, sur les produits que l'on peut utiliser pour limiter autant que faire se peut l'utilisation de ces pesticides de synthèse. Beaucoup de travaux sont faits dessus et je pense qu'aujourd'hui c'est possible. Ça peut se faire. Et ça se fait.
Vous avez même ici à Yaoundé des gens qui cultivent des produits maraîchers. Peut-être pas à très grande échelle, mais qui réussissent à produire sans pesticides de synthèse, sans engrais chimiques. Quels sont vos défis et vos projets futurs? Mes défis et mes projets futurs. Voilà. Ça, c'est une question colle. Mais j'y ai réfléchi depuis que vous me l'avez demandé, parce que généralement, quand je travaille, je me lance sur des défis. Les défis, ça stresse. Alors, il faut travailler sans stress. Mais en y réfléchissant, le défi principal se situerait sur les deux axes principaux de la recherche que je conduis. Utiliser les données, par exemple, de l'écologie fonctionnelle et évolutive pour améliorer la qualité. Vous savez, le gouvernement camerounais a mis en place des mécanismes, je dirais, juridiques et surtout législatifs, pour réduire autant que possible l'impact des activités anthropiques sur l'environnement. Il y a par exemple, je crois qu'il y a 3 ou 4 ans, le ministre de l'Environnement a signé un texte qui exigeait que tout projet sur une surface supérieure à 1 hectare devait exiger une étude d'impact environnemental au départ. Mais le principal, ce n'est pas de faire l'étude d'impact. C'est comment on fait l'étude d'impact. Sur quoi on s'appuie quand on fait une étude d'impact. Et c'est là où se pose le problème. Vous ne pouvez pas faire une étude d'impact sur un milieu que vous ne connaissez pas. Et ça, c'est là où se trouve l'importance de ces données sur l'écologie évolutive et fonctionnelle, qui vise à étudier la diversité d'un milieu, qui fait quoi dans le milieu, et en cas de changement, qu'est-ce que celui-là devient et que devient le milieu quand il n'est pas là. Et ça, c'est l'objet principal d'une étude d'impact environnemental. C'est-à-dire, impact environnemental veut dire quoi? Je veux construire un barrage. Qui est déjà là où je veux construire le barrage? Quel sera l'impact du barrage sur celui qui est là, sur ceux qui sont là? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire autant que possible les effets nuisibles du barrage sur ceux-là? Quand je dis cela, je parle de tous les organismes vivants ou morts, vivants ou non vivants. Parce que l'étude d'impact environnemental vise à faire établir une structure de production pour nous, sans perturber le milieu, parce que la perturbation de ce milieu aura une conséquence sur nous. Quand on détruit les forêts qui sont sur les collines autour de Yaoundé, on croit qu'on a détruit que la forêt. Mais vous êtes en train de détruire les poumons de la ville de Yaoundé, parce que c'est ces forêts qui nous donnent de l'oxygène tous les jours. C'est ces forêts qui pompent le gaz carbonique dans l'air que nous respirons tous les jours. Quand on détruit ces forêts, qu'est-ce que nous devenons? Après, on se plaint qu'il fait chaud, on se plaint qu'on respire mal, on se plaint que nous sommes les seuls responsables. Donc quand le ministre a fait ça, il faut donc fixer les règles. Qu'est-ce que veut dire une étude d'impact environnemental? Quelle est son importance? Donc, l'un de mes défis, c'est permettre d'améliorer la qualité avec ça. Le deuxième défi, ça c'est la métier à cœur. C'est chercher les voies et moyens. Il y a beaucoup de collègues avec qui on travaille là-dessus. Les voies et moyens pour réduire autant que possible. On ne va pas forcément éliminer, mais réduire autant que possible l'utilisation de pesticides de synthèse en agriculture. Parce que pour vous dire vrai, au stade où les choses se trouvent actuellement, la plupart des produits que l'on met sur le marché ne sont pas bons pour la consommation humaine. C'est triste de le dire, mais il faut bien me dire un jour que les gens prennent conscience et qu'on œuvre pour améliorer cela. Avez-vous un modèle en sciences, un savant ou un contemporain? Oui, ça on ne peut pas ne pas avoir des modèles en sciences. Vous savez, même un bébé, quand il grandit, il a un modèle. Le premier modèle de bébé, c'est généralement maman ou papa, et ainsi de suite. En grandissant, dans le domaine où on va, on construit des modèles. Et on ne peut pas avoir un modèle, on a des modèles, parce que l'être humain n'est pas centré sur une seule chose. On a toujours une vision large. Et dans chaque vision, c'est parce qu'il y a quelqu'un au bout qui a fait de belles choses et qu'on aimerait faire comme lui. À l'échelle vraiment top,
Il y a des grands sociobiologistes, des gens comme Edward Wilson, qui sont des gens qui ont et qui œuvrent, il est encore vivant ce monsieur, qui a œuvré pour ces sciences. Il y a quelqu'un comme Bert Odobler, il y a mes formateurs dans le cadre de la biodiversité. Il y a le professeur Jean-Louis Amiette qui a créé ce laboratoire dans lequel on est aujourd'hui, dans les années 60. C'est un chercheur français. Il est vivant, hein? Il est en France, retraité. Il a consacré pratiquement toute sa carrière au Cameroun. Il est arrivé jeune docteur, il a pris sa retraite. Donc il a vraiment œuvré beaucoup pour ce département. Il y a mon principal formateur, le professeur Alain Dujean. Il est à Toulouse, il est encore vivant. Et il y a celui qui m'a formé en écologie fonctionnelle, le professeur Doël Maquet, qui est vraiment l'homme qui m'a fait connaître le Cameroun. C'est curieux, hein? C'est un Américain qui me fait connaître le Cameroun. Vous voyez que ma passion a été vraiment amplifiée par ces trois personnes qui m'ont formé, qui sont des naturalistes du sang, quoi. C'est des gens avec qui ça fait plaisir de parcourir une forêt ou une savane, de s'asseoir et de discuter écologie. Et après, il y a franchement mes collègues, mes aînés qui m'ont accueilli quand je suis arrivé ici. Je ne les citerai pas tous, les enseignants du département. C'est quand j'arrive ici, jeune étudiant, quand je passe au cycle de maîtrise. Parce qu'à l'époque, c'est à partir de ce moment qu'on pouvait aborder les enseignants. Au premier cycle, les enseignants, c'était derrière, l'étudiant, c'était en bas, il n'y a pas de contact. Mais à partir de la maîtrise, les contacts étaient établis et là, il y a vraiment beaucoup d'enseignants de ce département. Certains vivent encore, d'autres sont partis, nous ont quittés, qui ont vraiment contribué à fabriquer tout ça. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes Camerounais qui désirent faire carrière dans votre domaine? Le conseil que je leur donnerais, l'écologie c'est une science à première vue très compliquée, mais quand on a de la passion, elle est facile, elle est fascinante. Mais ça demande un don de soi. Il faut travailler vraiment pour les autres, pas pour soi. Quand vous travaillez pour vous, l'écologie ça marche pas beaucoup. Pour pouvoir dire, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour la communauté. Parce que parfois on oublie que l'être humain est un organisme essentiellement social. Ça on l'oublie. Chacun aujourd'hui dit, je suis fort, je peux m'en sortir tout seul. Mais c'est faux. Sans ceux qui sont autour de vous, les riches, les pauvres, personne ne peut vivre. Et ça, si on n'a pas ce concept, on ne peut pas faire la science. Il faut comprendre que même si on est riche, même le pauvre qui est là est important pour notre vie.